Aujourd'hui, petite introduction sur le format Hariro, c'est le format d'enregistrement des caméras Harry, dans son principe RAW, qu'on connaît tous. On va surtout regarder comment Harry a réussi, depuis plus de 10 ans, à faire 14 diaphes de dynamique. Voilà, c'était, on va dire, il y a 10 ans, la caméra qui était qui avait la plus grande dynamique. On va regarder l'astuce de chez Harry. Alors pensez à vous abonner, hein, si vous ne l'avez pas encore fait, que vous suivez ma chaîne de temps en temps, parce que de temps en temps, sur votre page d'accueil YouTube, il y a ma gueule qui s'affiche, enfin plutôt une vignette de ma chaîne qui s'affiche. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter si ça vous intéresse. Aujourd'hui, petit article de chez Cinédé qui date depuis maintenant 1 an, qui explique en fait le principe de l'Hariro, mais plus particulièrement, et c'est ça qui va être intéressant pour même ceux qui n'utilisent pas d'Hariro, comment fonctionne un capteur CMOS, principe de la matrice de Bayer, et principe de compression, enfin non, pas de compression, mais principe d'encodage de l'Hariro. Et voilà, ça fait beaucoup de choses à regarder. On va regarder ça, tout ça ensemble. Il y a un certain Florian de chez Harry qui explique tout ça sur une vidéo. Je sais pas, je ne l'ai pas trouvé, vous pourrez la trouver peut-être si vous êtes plus chevronné que moi. Mais d'abord, on va expliquer le principe du photosite, comment ça fonctionne, comment la lumière qu'on a sur une scène, finalement, se transforme en codage numérique. Donc, on va dire que Florian explique, d'ailleurs on le voit sur cette photo, le principe d'un verre d'eau, qui est en fait le verre qui représente le photosite. Donc on s'imagine autant de verre que de photosite sur le capteur. Et l'eau, la quantité de lumière qui arrive sur ce photosite. Comme ça, on a une image un peu plus matérialisée des choses. Donc, si vous considérez les photosites sur un capteur comme des seaux de lumière, alors chaque seau est blanc lorsqu'il est complètement rempli de lumière et noir lorsqu'il ne reçoit aucune lumière. Ça veut dire que le verre d'eau, il se remplit. Tant qu'il se remplit, qu'il n'est pas plein, vous définissez une densité. Parce que là, pour l'instant, on va s'imaginer une image uniquement en noir et blanc, uniquement en termes de densité de différentes échelles de gris. Donc, si le verre est vide, on est dans les noirs, il n'y a aucune information, il n'y a rien. Dès lors que le verre se remplit, on se retrouve avec des densités. Et lorsque le verre est rempli à ras-bord, on se retrouve à saturation. Et combien même il y a de l'eau qui coule encore dans le verre, l'information reste unique, à savoir saturation. À un moment donné, le seau est plein et le photosite est saturé à 100%, ou blanc, sans tenir compte de toute l'énergie lumineuse supplémentaire se déversant sur le seau. Autrement dit, si votre verre est rempli à ras-bord, ça veut dire que vous n'arrivez plus à aller saisir les informations des hautes lumières, comme par exemple ce qui peut se passer derrière une fenêtre, ou dans n'importe quel phénomène de contre-jour, ou encore si vous filmez quelque chose de très lumineux, comme une ampoule. Et la même chose est vraie lorsqu'il n'y a pas de lumière et que le photosite devient saturé à 0% ou noir. Donc voici le petit schéma qui explique bien. Donc le soleil, c'est l'énergie qui apporte l'eau, qui se transforme donc en un signal électrique, et ensuite qui va être encodé en numérique, c'est-à-dire avec des 1 et des 0. Maintenant, si vous avez un seau plein à 100%, et que vous arrêtez l'iris d'un arrêt, donc c'est-à-dire que si vous fermez le diaph d'un diaph, vous passez par exemple de 5,6 à 8, ou de 2,8 à 4. Alors le seau ne devient que plein qu'à 50%, ce qui veut dire que ce qui devait le remplir initialement à 100% ne va le remplir qu'à 50%. Et si vous fermez le diaph encore d'un diaph supplémentaire, c'est-à-dire qu'on passe de 5,6 à 11, ou de 2,8 à 5,6, eh bien alors le seau est maintenant rempli à 25%. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, chaque fois que vous fermez d'un diaph, vous supprimez 50% de la lumière qui y rentre. Et inversement, quand vous ouvrez d'un diaph, vous faites rentrer plus du double de la lumière. La sortie du photosite est une petite charge analogique, donc c'est un petit voltage minuscule.
vraiment, vraiment minuscule, qui doit être alors amplifié avant d'être numérisé vers un convertisseur analogique numérique, AN, analogique numérique. Et à chaque arrêt, le capteur envoie la moitié de la quantité d'énergie analogique au convertisseur numérique. Donc je vous remontre à peu près le principe d'un capteur CMOS. Ça veut dire chaque photosite, il y a un système d'amplification, contrairement au capteur CCD. Et donc, chaque photosite, il y a son petit amplificateur qui va convertir tout ça en une charge analogique, à un voltage. D'accord? Voilà. Et maintenant, une fois qu'on a cette information numérique, comment Harry arrive à atteindre 14 arrêts de plage dynamique, 14 diaphes de dynamique? Alors bon, évidemment, en 2023, on peut s'imaginer qu'aujourd'hui, 14 diaphes, ça serait pratiquement le minimum. Je crois que le Panasonic S2 marque, je ne sais plus combien là, S5, S2, je ne sais plus, présente 14 diaphes de dynamique, ce qui montre quand même une certaine évolution chez les hybrides. Donc, avec un signal 10 bits, on n'a que 1024 valeurs de code. C'est-à-dire que si vous faites 2 puissance 10, 2 x 2 x 2 x 2 x 2, 10 fois, vous arrivez à 1024. C'est le principe du 10 bits. Donc, le divisé en 2, 1024 divisé par 2, ça fait 512. Redivisé par 2, 256, etc., etc. On obtient alors 9 diaphes de lumière, jusqu'à ce que vous atteigniez 2 valeurs de code. Donc, avec du 10 bits, on arrive à avoir 9 diaphes de dynamique. En ajoutant 2 bits supplémentaires, donc en passant de 10 bits à 12 bits, vous pouvez maintenant quadrupler les valeurs de code de façon de 1024 à 4096. Ça va très vite. Cela ne fournit alors que toujours que 11 diaphes de dynamique. Voilà, donc ce qui est quand même juste là un maximum quand même pour du 12 bits. Alors comment Harry arrive à maintenir les 14 arrêts de diaphes dynamiques? En MO, ils doivent commencer avec un convertisseur analogique de 16 bits. Sauf que le capteur ALEV a été conçu pour la première fois, il était difficile d'en acquérir. Donc ça veut dire qu'on n'était pas encore, c'était pas tout à fait un convertisseur 16 bits. Donc en solution, les ingénieurs de chez Harry ont fait le capteur Harry ALEV d'origine, a été utilisé qui a été ensuite mappé avec un... Alors il y a, si vous voulez, il y a 2 sorties du capteur. Et on a fabriqué un 16 bits sans forcément avoir un convertisseur 16 bits. Et on l'a synthétisé en faisant quoi? Les ingénieurs avec le capteur ARRI-LEV d'origine a utilisé 2 convertisseurs analogiques numériques qui ont ensuite été mappés. Donc mappés, ça veut dire qu'on on a pris les deux informations et on en a construit, on les a rassemblés pour en faire une seule et même information. Qui arrive donc du coup à du 16 bits, c'est-à-dire avec 65 000 valeurs de code. C'est le fondement de l'architecture à double gain DGA. L'un des convertisseurs AN regarde les hautes lumières du saut, tandis que l'autre regarde les basses lumières. Pour expliquer, et je pense que je ne sais pas s'il y a que Harry réellement qui font ça. En fait, le principe de la création de la dynamique, c'est en fait exactement le même principe que je crois que ça s'appelle le HDR version Photoshop. Ou alors la version HDR que fait Red. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Red a fait une fonction qu'ils appellent le HDRX, qui consiste, lorsque vous filmez à 25 images par seconde, à tourner en réalité à 50 images par seconde. Et vous en avez une image qui est faite avec un obturateur de 1/50e et un diaph défini, puisque le diaph est mécanique, il est déjà défini sur l'optique. Et il va y avoir une deuxième image dite l'image B qui va être faite avec un obturateur au-dessus, genre un 200e, un 500e. Du coup, l'image A va récupérer les basses lumières et l'image B va récupérer les hautes lumières, puisque l'image B sera forcément sous-exposée du fait qu'on a utilisé un obturateur plus élevé avec un même diaph. Et du coup, ils ont... Alors, c'est... Du coup, les logiciels comme Red CDX, je ne sais pas si DaVinci le font. Je ne sais même pas si DaVinci le fait. Mais en tout cas, ils font un genre de mapping, c'est-à-dire qu'ils vont prendre les deux images et ils vont essayer d'en créer une seule pour pouvoir gagner toute la dynamique. Le seul problème du HDRX, et c'est pour ça qu'à mon avis, ça n'a pas fonctionné,
Oui, oui, parce qu'il existe depuis très longtemps, hein. Je crois que non, je crois qu'il existe depuis les Pic M. Je sais pas si sur la Red One MX il l'avait, mais sur les Pic, en tout cas, je l'ai. Au début, je m'amusais à l'utiliser, mais finalement, on allait complètement laisser tomber. Parce que déjà, c'est plutôt rare de se confronter à des gimmicks très puissantes. Mais d'autant plus, il y avait un gros défaut, c'est que l'image A était un shutter d'un cinquantième et l'image B était un shutter de 250e. Et le problème, vous voyez venir, c'est qu'en mixant les deux images, si vous aviez une image en mouvement, et certes avec beaucoup de mouvement, eh bien vous aviez une image avec du filage, du motion blur, et une autre qui était nette. Et du coup, le mapping, il craint un peu, quoi. Ça veut dire qu'il se mixe avec une genre d'image fantôme, une frontière, des contours fantômes, d'un côté sur un objet qui est filé, et d'un côté un objet qui est net. Ça ne peut pas fonctionner. Du coup, chez Harry, ils l'ont fait, mais différemment. Le principe est exactement le même, c'est-à-dire qu'il y a une image correctement exposée et une image sous-exposée. C'est-à-dire qu'il y a une image qui va être prise de façon native, c'est très certainement, et une image qui va être amplifiée, un peu comme un dual ISO. Sauf que on va mixer les deux avec un même diaph et un même obturateur, ce qui fait que ça passe crème. On voit rien. Et on va construire alors un signal logarithmique qui permet donc d'avoir un maximum de dynamique. Et ça, on peut le faire à la seule condition que le rapport de signal-bruit soit intéressant, puisque si le capteur bruite très vite, comme c'était le cas il y a 15 ans, eh bien, on aurait des problèmes. C'est-à-dire que dès lors, moi je me souviens que les premiers capteurs, tu les utilisais à 320 ISO, à 500 ISO, ça bruitait, quoi. C'était pratiquement inexploitable, vous voyez. Donc aujourd'hui, on peut le faire depuis il y a 10 ans, puisqu'on a fait énormément de progrès sur les capteurs CMOS et leur rapport de signal-bruit. Et du coup, deux canaux arrivent. Un canal avec, on va dire, une sensibilité native et un autre avec un signal amplifié. Et celui qui est amplifié va prendre forcément les basses lumières et celui qui n'est pas amplifié va prendre les hautes lumières. On va les prendre, on va les mapper, c'est-à-dire qu'on va construire une image et on va construire alors 14 diaphes de dynamique. Ça va? J'ai perdu personne? Tout va bien? Alors, après, il y a le Lariro qui arrive derrière. Lariro est donc un format RAW de chez Harry. Alors attention, parce que Lariro, c'est pas non plus un RAW fou, hein. Ça veut dire que dès lors que vous ouvrez un fichier Hariro sur DaVinci Resolve, vous êtes, cela dit, très limité sur l'utilisation qu'on pourrait en faire de Lariro. Enfin, même d'un fichier RAW. C'est-à-dire changement d'espace colorimétrique, vous ne pouvez pas. Je crois qu'il y a qu'une application Harry où on peut lui demander, lorsque l'Hariro est développé, de le passer en Rec 709. Mais sinon, sur DaVinci, vous aurez toujours un format logarithmique. Bon, très certainement qu'ils ont compris qu'il suffisait juste de rajouter un CST, un color transform derrière, ou une lutte log-C Rec 709. Mais en gros, ça ressemble un peu à de l'Apple ProRes RAW. C'est-à-dire que quand vous l'ouvrez en format logarithmique. Voilà. Et avec l'espace colorimétrique, pour le coup, de chez Harry. Donc, c'est un fichier non compressé, donc qui pèse très lourd. Ça peut peser à peu près à 10 mégaoctets l'image, entre 9 et 12 mégaoctets l'image. Si vous êtes en OpenGate, c'est-à-dire que vous capturez tout le capteur, vous arrivez à 12 mégaoctets par image. Donc ça va très vite. Et puis il faut surtout un ordinateur assez relativement puissant derrière pour traiter ça. Et donc l'Ariro, d'autre part, est capable d'enregistrer une image non compressée tout en réduisant la quantité de données en utilisant une allocation logarithmique des données plutôt que linéaire. Donc on est sur un format logarithmique. Florian de chez Harry explique qu'il a examiné son histoire avec le film qui n'est pas linéaire. Le film n'est pas linéaire, l'argentique n'est absolument pas linéaire, pour comprendre comment traduire cette approche photométrique en une sortie numérique. Voilà. Je passe directement sur le fait de la mosaïque de Bayer, c'est-à-dire que là, pour le coup, ça touche tous les capteurs CMOS, toutes les caméras à 99%. Je crois que le seul 1%, c'était nous, avec notre caméra mornée de chez Aton, la Pénélope, qui avait choisi son capteur CCD. Mais le principe est le même, c'est la matrice de Bayer. Alors, si on regarde en fait toute l'explication des photosites sur un capteur, on ne pourrait enregistrer qu'une image noir et blanc. C'est ce qui, du coup, les caméras de chez Red et récemment de chez Harry ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont présenté des caméras qui ont la possibilité
d'enregistrer uniquement en noir et blanc et du coup, pas de matrice de Bayer. Alors la matrice de Bayer, on va voir juste ce que c'est après. Mais le principe de matrice de Bayer, c'est de pouvoir séparer les couleurs. Là, comme on est sur des capteurs à l'idée de pouvoir enregistrer une image en noir et blanc, chaque photosite est sensible à l'ensemble du spectre chromatique. Ce qui fait que on augmente considérablement les photosites, même s'ils ont une quantité identique pour la couleur, on les augmente parce que tout le monde est réquisitionné pour enregistrer tout l'espace chromatique visuel. Mais évidemment, ce qui nous intéresse, c'est aussi d'avoir des caméras couleur. Et pour faire le couleur avec un seul capteur, oui, parce que autant il y avait par exemple sur les caméras de broadcast du tri-CCD ou du tri-CMOS, sur des caméras à petit capteur, genre demi-pouce, voire même grand maximum 2 tiers de pouce. Le principe, ça consistait en quoi? Ça consistait à un prisme dichroïque qui permettait de tous les rayons rouge, vert, bleu rentrent. Et en fonction que si tu es bleu, vert et rouge, on va faire une séparation. Les rouges vont monter en haut, les verts vont aller tout droit et les bleus vont partir vers le bas. Et en haut, en bas et sur le côté, vous avez donc 3 capteurs qui vont alors enregistrer chacun une information de couleur rouge, vert, bleu. Et évidemment, ça va être combiné, mappé, et donc on aura alors une image couleur. Le gros problème de ce système, c'est que ça coûte très cher, puisqu'il faut avoir 3 capteurs, et forcément, ça prend énormément de place, et ça consomme de l'énergie. Donc quand c'est des petits capteurs, ça va, c'est raisonnable. Quand on arrive sur des capteurs Super 35, vous concevez que c'est impossible, la caméra serait trop grosse. Parce que déjà, quand on conçoit un prisme pour du 2 tiers de pouce, ça prend ça comme espace, quoi. Voyez. Donc vous imaginez sur du Super 35 et voire même du format full frame. Donc il n'est pas possible. Donc, puis ça coûterait beaucoup, beaucoup trop cher. Donc du coup, on fait la matrice de Bayer qui consiste à ce que chaque photosite soit mis avec un petit filtre de couleur rouge, vert, bleu. Et puis évidemment, chaque photosite est réquisitionné pour prendre soit du rouge, soit du vert, soit du bleu. Donc il y a un partage des richesses. Voilà. Sauf que, en revanche, il n'y a pas une égalité des partages, puisqu'on va favoriser malheureusement une couleur, c'est le vert. On va lui donner 2 fois plus que le rouge et le bleu. Donc, à savoir, sur un capteur de 4096 photosites, il y en aura 2048 pour le vert, 1024 pour le rouge et 1024 pour les bleus. C'est totalement scandaleux de faire de la discrimination sur de la couleur. Mais voilà, c'est comme ça. Et pourquoi, vous me direz? Eh bien parce qu'on a considéré que le vert est une des couleurs les plus présentes dans la nature. Et d'autant plus, le vert, c'est celui qui est une couleur qui est, en termes de luminance, plus importante que les deux autres. Du coup, eh bien, c'est comme ça, on le favorise, on en met 2 fois plus. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il est intéressant de faire des incrustations numériques avec du vert plutôt que du bleu, puisque du vert, vous aurez beaucoup plus d'informations à saisir, notamment sur les contours. Donc voilà, donc ça se construit comme ça. Et c'est en partie le vert qui est beaucoup plus sensible que le rouge et le bleu. Donc avec 2 fois plus de photosites verts sur un capteur, il y a plus de luminance, ce qui rend le capteur plus sensible à la lumière. Je me souviens en BTS audiovisuel, en cours de TES, il y avait une... c'était pas une équation, c'était un calcul qui disait... je me rappelle plus si vous le savez, parce que vous êtes encore en BTS, ou alors que vous n'avez pas oublié. Précisez-moi, c'est tant de vert, tant de rouge, tant de bleu. Je crois que c'était 0,54 de vert, 0,20 de je sais plus quoi. Enfin voilà, c'était un truc comme ça. Si vous le connaissez, mettez-le moi dans l'espace commentaire. Et donc, on fait donc cette matrice des Bayer. Et puis ensuite, on mixe tout ça. Évidemment, ce système n'appartient pas que chez Arri. On l'a chez Red, chez Blackmagic, chez n'importe quelle caméra disposant d'un seul capteur CMOS. Et évidemment, en couleur. Et c'est là que vous comprenez que lorsqu'on se disait « Tiens, bah moi, je vais faire mon film en noir et blanc », eh bien, du coup, la matrice des Bayer n'a plus lieu d'être. Et c'est pour ça qu'on a fait des caméras pour faire uniquement du noir et blanc. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de discrimination sur les couleurs. Tout le monde enregistre à la même quantité. Donc forcément, il est vrai que, en fin de compte, sur un capteur avec 4096 photosites,
eh bien, vous en avez que malheureusement 2048 pour le vert et les 1024 pour le rouge et le bleu. Et du coup, on n'aura jamais du vrai 4K ou du vrai HD, soi-disant pour des capteurs HD ou des capteurs 4K, puisqu'en fait, il y a un partage. Voilà. Mais tout ça, franchement, passe crème grâce à un algorithme. Et voilà. Et après, libre évidemment à la caméra de faire son processus de débayerisation qui peut se faire donc soit sur la caméra et soit en post-prod. Puisque vous savez que les caméras qui font du RAW ou de la débayerisation transmettent donc leur information, leur pipeline aux constructeurs, notamment DaVinci, Final Cut, Avid, etc., pour pouvoir développer cette débayerisation. Voilà les amis, si ça vous intéresse, c'est dans, dans la description les sources des informations disposées sur Internet. Si vous avez des questions, des remarques, des choses à ajouter ou des conneries que j'ai dites, n'hésitez pas à l'espace commentaire, pensez à liker cette vidéo, pensez à vous abonner et pensez surtout à rejoindre la communauté Misiflix pour des lives exceptionnels, pour des comment j'ai éclairé exceptionnels et des cours de BTS audiovisuel et autres. Voilà, en gros, la possibilité de te former en tant que chef opérateur. Je vous remercie, merci, je vous embrasse, ciao et à bientôt.